Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'entrepreneuriat et aux jeunes, leur relation justement avec la création d'entreprises, peut-être parfois un peu trop optimiste. On va en parler avec Jérémy Ben Moussa, il est directeur général d'Axtom. Il porte une étude passionnante justement sur la relation des jeunes avec la création de leur boîte. Le grand entretien, recruté pour la transition énergétique. On accueillera Nicolas Marchand, il est le DRH d'Enedis et il lance une grande campagne de recrutement avec près de 3500 recrutements en 2025. On fera le point avec lui sur cette entreprise qui cartonne. Et puis fenêtre sur l'emploi, on terminera avec ce concept, les Skills Based Organization. Oui, c'est de l'anglais. On en parlera avec Sophia Djebli, manager chez SIA Partner. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des jeunes, de ceux qui veulent créer leur entreprise et qui ont peut-être parfois pas tous les outils pour le faire, mais ils en ont le désir profond. On en parle avec vous, Jérémy Ben Moussa, vous êtes directeur général d'Axtom. Alors juste d'un mot, parce qu'on se dit que c'est très très loin le sujet que vous traitez. Pas tant que ça. Axtom, c'est de l'immobilier d'entreprise. Vous implantez de l'immobilier sur les territoires. Donc vous êtes là pour promouvoir le dynamisme économique de nos territoires. Mais vous dites que c'est très très lié à l'entrepreneuriat. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, c'est très proche. Axtom est une académie de l'entrepreneuriat. On se présente comme un collectif d'entrepreneurs, une quarantaine d'entrepreneurs associés dans le groupe, qui au quotidien accompagnent le développement économique des territoires et des entreprises à travers ces 4 métiers, en Coris, conseil au développement économique depuis plus de 20 ans maintenant, et puis des métiers purement immobiliers dédiés à l'immobilier d'entreprise où on implante, comme vous l'avez dit, les entreprises dans les territoires. Notre filiale AXDEV de montage des opérations de promotion, part d'activité, logistique principalement, mais aussi commerce, bureau. Access, constructeur, en contractant général, clé en main, et puis une foncière qui accompagne aussi nos clients dans leur stratégie d'investissement. Donc un lien avec ces 18-34 qui veulent monter leur boîte, et votre étude est très très riche, étude IFOP qui date de 2025, donc c'est tout frais. 55% des 18-34 ans pensent que n'importe qui peut entreprendre, et 58% qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour se lancer. Est-ce que ça, c'est pas un peu court quand même pour lancer sa boîte ? Alors, oui, chez nous, chez Axtom, ce qu'il faut savoir, c'est que nos associés entrepreneurs ont en moyenne 37 ans. Donc, on est au sortir de cet âge, cette tranche d'âge très jeune, 18-35. 55% chez les jeunes, 48% en moyenne nationale estiment qu'ils se lanceraient dans un projet entrepreneurial. C'est plus, on voit qu'on est à un basculement depuis plusieurs années entre la quête de sens, la quête de se prouver aussi personnellement dans la capacité à porter un projet, et puis chez les jeunes, de plus en plus, une envie de changer le monde. On est dans un contexte où il y a des rebondissements, où le marché du travail est de plus en plus difficile, parfois un peu tendu. Les jeunes se disent c'est le moment, et moi j'ai un autre chiffre aussi, 56% estiment qu'aujourd'hui la sécurité de l'emploi n'est plus le critère déterminant dans leur carrière, c'est 66% en moyenne nationale. Donc les jeunes sont prêts à prendre davantage de risques que leurs aînés aujourd'hui, alors que le contexte économique n'est pas évident. C'est un peu paradoxal. Mais c'est intéressant parce qu'il y a cette phrase de « prends ton risque, crée ta boîte ». Il y en a quand même 67%, ça c'est votre étude toujours des 18-24 cette fois-ci, qui aimeraient un jour créer leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de la créer à 24 ans, mais ils se disent un jour je créerai ma boîte. Donc c'est quand même un scope et le spectre de la création. Et ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que le salaire n'est pas... facialement, on pense que c'est l'argent qui prime, pas forcément, parce que comparé à la moyenne globale, ils sont en dessous. C'est pas le salaire en fait qui guide leur pas. Non, on parlait des 54%, pardon. Les 67% dont vous parliez, qui seraient prêts un jour à entreprendre, la moyenne nationale, tout âge confondu, c'est 38%. C'est-à-dire quasiment la moitié. Donc, il y a un vrai appétit à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Sur les chiffres dont vous parliez, effectivement, en moyenne nationale, les gens se lanceraient pour gagner en moyenne 3 400 € par mois. Chez les jeunes, c'est 3 100. Donc, vraiment, il y a un écart sur cette envie d'entreprendre chez les plus jeunes. C'est pas l'enrichissement personnel qui est en fait le premier levier de création. En tout cas, c'est ce que dit votre étude. On voit quand même que dans l'étude, il y a aussi la proximité familiale,
élargie d'un chef d'entreprise dans le cercle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de j'ai un tonton, j'ai le grand-oncle qui a créé sa boîte. Oui, exactement. Il y a un côté inspirant, quoi. Exactement, 1 sur 2 pour tous les Français. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que spontanément, les gens répondent davantage quand on leur pose la question d'une figure inspirante de l'entrepreneur sur l'artisan local, l'entrepreneur local qui fait rayonner son territoire. Ce qu'ils voient en fait. Comme on le fait un peu chez Axtom à travers notre réseau de PME locales dirigées par un associé local, et moins les figures de proue comme on peut trouver Elon Musk, Bernard Arnault, etc. Je ne dirais pas que ça fait plus rêver, mais il y a un retour aussi à la culture du territoire, du local, qui de manière très heureuse, en fait, envahit aussi les jeunes. Donc, pour le futur, c'est quand même très encourageant. Jérémy, il y a un sujet et un mot qui est finalement en creux de toute cette étude, qui est vraiment passionnante, c'est la notion de liberté. Quand on crée son entreprise, on a peut-être un sentiment qui est faux, puisque quand on est entrepreneur, on voit qu'on n'est pas autant libre que ça. Mais en tout cas, dans sa création, on se dit, je vais acquérir de la liberté, je vais quitter l'espèce d'environnement de l'entreprise où j'aurai un manager, j'aurai des horaires, je serai libre. Est-ce qu'il y a ça fondamentalement chez le créateur d'entreprise ? À 85%, les gens vous répondent qu'ils veulent entreprendre aussi pour ne plus avoir de patron. Donc c'est dit. C'est clair. Il y a aussi aujourd'hui l'enjeu de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Gérer sa flexibilité horaire. L'équilibre, voilà. Après, ne nous trompons pas, quand vous êtes entrepreneur, même quand vous vous lancez seul, même si ce n'est pas le leitmotiv chez Axtom, on travaille beaucoup, on a toujours des comptes à rendre, on a des clients, on a un marché, on a de fait tout un écosystème autour de nous parfois qui attendent de nous des résultats, ça peut être des actionnaires aussi de temps à autre. Donc on n'est jamais vraiment libre. Si l'on pense qu'on va entreprendre pour décider tout seul de son destin et changer le monde tout seul, en tout cas, ce n'est pas le leitmotiv de chez Axtom, on entreprend ensemble. Parce que vous créez en réseau, vous. Nous, on crée et il y a une très forte approche, une très forte proximité entre le siège, groupe, et nos entrepreneurs en local. Et donc, on est encore mieux placé pour dire n'entreprenez pas seul. N'entreprenez pas seul parce que à 2, à 3, on est plus fort et c'est pas simplement entreprendre pour avoir plus d'autonomie, pas de patron, que ça marche. De la même manière, vous le disiez, entreprendre juste pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Si c'est votre premier moteur... Ouais. Puis l'étude ne dit pas ça. En tout cas, faites-vous accompagner, c'est important. Et puis poussez la porte d'Axtom peut-être pour pouvoir finalement avoir quoi, un accueil, un cocon, quelque chose qui va vous tirer vers le haut. On est une académie de l'entrepreneuriat. On accélère les parcours entrepreneurs des entrepreneurs qui nous rejoignent. On leur apporte des moyens financiers pour se lancer, des moyens techniques, des moyens humains, un accompagnement aussi dans ces premières années d'entrepreneuriat qui ne sont pas toujours moralement difficiles et qui sont décisives pour le projet. Axtom est là et accompagne ces entrepreneurs. Merci Jérémy Ben Moussa d'être venu nous rendre visite pour porter cette passion de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça que vous portez. Vous êtes vous-même un entrepreneur, aujourd'hui directeur général d'Axtom, qui est cette espèce de grande famille de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. On tourne une page, on accueille un DRH dans le cercle RH, c'est un grand entretien, et on accueille Nicolas Marchand, le DRH d'Enedis. C'est 41 000 collaborateurs avec un plan de recrutement impressionnant, 3380 recrutements en 2025. On lui en parle, il est là. Le Cercle RH est un grand entretien avec le DRH d'Enedis. Alors vous la connaissez, cette marque, c'est une filiale à 100% d'EDF. Enedis, c'est comme votre compteur, vos difficultés, le câblage, l'électricité, l'électrification. C'est des personnes que vous voyez dans nos rues avec la marque Enedis. Nicolas Marchand, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Ravi. DRH d'Enedis, alors je le disais, c'est une filiale à 100% d'EDF. Là, vous lancez un énorme plan. Alors, il y a 2 ans, vous étiez venu annoncer un plan de recrutement colossal. Là, vous relancez un plan de recrutement. Le chiffre, c'est 3380 postes à pourvoir chez Enedis en 2025. D'abord, une question un peu simple. Qu'est-ce qui fait que vous ayez
autant besoin de collaborateurs et de collaboratrices? Alors en fait, on est dans une phase, aujourd'hui, la France est dans une phase où on est finalement en train de faire la deuxième électrification de la France, finalement. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de producteurs de photovoltaïque, d'éolien, de ce qu'on appelle les ENR, que ce soit le particulier sur sa toiture ou que ce soit l'agriculteur dans son champ. Et donc pour ça, ça nécessite de raccorder toutes ces installations au réseau. La deuxième révolution qui est en train de vivre, c'est aussi le véhicule électrique. Et là aussi, ça nécessite de raccorder. Juste quelques chiffres pour vous donner le niveau de croissance. On a raccordé en 2024 250 000 installations de production, par exemple. On en a fait 2 fois plus qu'en 2023, et c'est 8 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc toutes ces installations raccordées vont venir apporter de l'énergie, du courant au réseau. Alors exactement, ça va venir injecter de l'électricité dans le réseau. Concrètement, par rapport à ce métier, parce que il y a plein de métiers chez Enedis, parce qu'on voit évidemment ce dont je parlais, qui sont ces voitures qui vont venir en urgence réparer. Il y a 100 métiers chez Enedis. Tout à fait. Ça va quoi de l'électro-technicien à quoi au commercial qui va aussi faire du commercial chez Enedis? Alors nous, on n'a pas de commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Enedis, c'est un distributeur, et sur le marché de l'électricité, ce sont des fournisseurs qui font la commercialisation des électrons. Nous, on est vraiment au service. Par contre, on a de la relation client, et notamment, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des chargés d'affaires ou des chargés de projet. C'est à eux que je pensais quand je disais commercial. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas des commerciaux au sens où ils vous aident en fait à construire votre projet. Mais ils ont une relation commerciale. Exactement. En tous les cas, ils ont une relation qu'on appelle plutôt clientèle que commerciale, parce que nos tarifs étant réglementés, en fait, il n'y a pas de commercial. Les fameux tarifs réglementés. Voilà. Concrètement, vous cherchez quoi aujourd'hui? Vous cherchez des gens qui soient des opérationnels sur le terrain, parce que quand on voit la pénurie de main-d'œuvre des métiers techniques, j'imagine que vous devez avoir des difficultés. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé ce qu'on appelle les écoles des réseaux, du réseau électrique. On a fait ça avec la filière des réseaux électriques, donc c'était avec un peu plus de 1600 entreprises qui nous permettent justement d'accroître le nombre de personnes. Notre objectif, c'est quoi? Si vous l'avez dit, c'est de finalement attirer les jeunes vers ces métiers-là. Les jeunes, les femmes aussi, parce qu'on a aussi un vrai sujet de féminisation de nos équipes. Et en attirant, c'est de dire finalement, venez faire un bac Promélec, par exemple, et vous verrez, à la sortie, vous êtes sûr de trouver du travail. Puisque dans les 1600 entreprises, aujourd'hui, d'ici 2030, une étude qu'on a menée dans le cadre de France 2030 montre que 43 000 emplois sont possibles d'ici 2030. Et donc, si vous allez dans ces filières-là, donc notre objectif, c'est de réenchanter ces métiers-là pour dire, venez là-dedans, vous êtes sûr de trouver du travail, que ce soit sur un bac ou des BTS électrotech. Pour qu'on soit précis, vous n'êtes pas une entreprise publique? On est une entreprise publique, mais à statut privé. Voilà, à statut privé. Donc à contrat de droit privé. Tout à fait. Parfois, il y a beaucoup de confusion. Non, on n'est pas fonctionnaire. C'est ça votre question. C'était ma question et merci d'y répondre. J'ai fait un titre un peu humoristique, mais je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Le courant passe chez Enedis avec les salariés. Vous avez été l'entreprise la mieux notée par ses salariés dans le secteur de l'énergie. Tout à fait. Ça veut dire que le DRH qui est devant moi a relevé les manches pour que les conditions de travail, le bien-être et le plaisir d'aller au travail soient favorisés. Comment vous y êtes pris? Alors en fait, c'est un travail d'équipe, c'est les managers sur le terrain qui font ça au quotidien. Quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on impulse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on a vu, si on veut recruter des jeunes, aujourd'hui, il faut les attirer. Et on les attire de plusieurs façons en fonction de leurs besoins ou leurs envies en fait. Et leurs envies, c'est quoi? C'est déjà la première chose, c'est la rémunération. C'est quand vous interrogez les jeunes aujourd'hui, la première chose qui les intéresse, c'est leur rémunération. La deuxième chose, c'est de travailler près de chez eux. Et ça, pour le coup, Enedis, nous, on a 700 sites en France, on est présent sur toute la France continentale. Vous n'êtes pas délocalisable, c'est l'avantage. Et en plus, on n'est pas délocalisable. Vous avez raison, c'est un autre avantage. Exactement, c'est un autre avantage assez fort. Et puis enfin, ils veulent pouvoir évoluer ensuite. Et ça, pour le coup, nous, on forme nos salariés et il y a un véritable ascenseur social. Et donc, à ce titre-là, les salariés, on arrive à attirer les salariés sur ces thèmes-là. D'ailleurs, l'année dernière, on a recruté pas loin de presque 3600 personnes sur ces critères-là. Et donc, ça nous permet de le faire, tout à fait. Donc, ça veut dire que ces personnes que vous recrutez, elles sont recrutées sur des bassins d'emploi. C'est territorialisé, on est d'accord. Exactement. Donc je vais aller à Toulouse, je vais aller à Tours, je vais aller à Perpignan. Et de toute façon, il y aura un site Enedis qui pourra me recevoir, ou en tout cas peut-être me proposer un emploi. Bien sûr, il y a de la dynamique différente en fonction du territoire. Des tailles, des volumes. Le photovoltaïque ne s'installe pas totalement de façon équilatérale sur le territoire. Donc on a des régions qui sont plus fortes que d'autres. Mais en effet, on recrute sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est une vraie plus-value. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne
accompagne la filière, parce que nos partenaires, nos prestataires ont aussi besoin de recruter. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui travaillent sur ce domaine-là. Et vous me posez la question de comment on rend aussi la vie sympathique. Exactement. C'est qu'on a aussi des accords du temps de travail qui nous permettent justement de faire de la souplesse horaire, du télétravail pour les métiers qui permettent de le faire, parce qu'on a un certain nombre de métiers, c'est possible, mais aussi ce qu'on appelle de la prise de travail à domicile, qui permet par exemple à un technicien de travailler, de partir de chez lui le matin, d'aller sur son chantier, de façon à ce qu'il n'ait pas à repasser au bureau. Donc on a un certain nombre d'accords qui nous ont permis d'avoir cette souplesse-là, oui, tout à fait. Deux sujets qui vous tiennent très à cœur, vous le DRH Nicolas Marchand, les alternants, parce que certains s'inquiètent vu la situation économique du pays, en se disant est-ce que c'est maintenu, pas maintenu, ce débat est posé à chaque budget. Et puis les femmes, commençons par les alternants. Il y a une vraie dynamique, en 2025, vous souhaitez accueillir 1380 alternants. Tout à fait. C'est un sacré travail parce qu'il faut qu'ils soient encadrés, accompagnés, et il faut les faire grandir. Alors, deux choses à ça. On est une entreprise à mission quand même, malgré tout. Vous l'avez dit, on n'est pas une entreprise publique. En tous les cas, on est une entreprise à mission. Et à ce titre-là, on veut intégrer les gens. Et c'est une façon pour nous aussi, l'alternance, d'attirer des jeunes sur nos métiers. Et ensuite, on pense en faisant ça, on pense qu'en attirant, là on a 2500 alternants en fait, en permanence, on en renouvelle à peu près la moitié tous les ans, d'où les 1380 cette année. Donc ça veut dire qu'il y a 1300 qui restent après leur formation. Voilà, et ensuite on en recrute, notre objectif c'est d'en recruter 30% dans les métiers techniques. Parce que dans les alternants... C'est là où ça pêche. Voilà, parce que les alternants... Oui, mais il faut savoir que les alternants aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un alternant en bac pro, par exemple, 1 sur 2 continue ses études. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas en capter plus de 50%. Et donc notre objectif, c'est d'être le plus près possible des 50%. Et en plus, là-dessus, on travaille avec l'éducation nationale pour ça aussi, puisque c'est pour ça qu'on a aussi fait dans les écoles des réseaux, au-delà du bac Promélec, ce qu'on appelle une coloration, on a aussi fait, à côté de ça, ce qu'on appelle des mentions complémentaires, qui sont des bac plus 1, qui permettent à un certain nombre de jeunes de continuer leurs études une petite année sans aller au BTS, où peut-être le taux d'échec est un peu plus fort. Vous les formez avec les diplômes dont vous parliez, vous les accompagnez, ces alternants, qui d'ailleurs certains ne restent pas et vont continuer leur petite vie ailleurs. Oui, peut-être notre rôle aussi. Exactement. D'ailleurs, bien content d'être passé chez vous pour avoir appris. Je voulais quand même qu'on fasse un petit focus parce que c'est très très lié à la manière dont une entreprise se présente à l'extérieur. La team France électrique d'Enedis, alors vous dites c'est brancher la France à la transition écologique, on l'a évoqué, mais c'est aussi de mettre en valeur des visages. Oui. Et je pense que c'était une décision qui a été prise stratégiquement par le COMEX et par la direction. Pourquoi vouloir mettre en valeur ces visages ? Parce que finalement, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui font aujourd'hui. Et on voit bien, et vous parliez tout à l'heure des femmes, donc c'est vrai que je n'ai pas évoqué ce point-là. Mais justement, en faisant parler les femmes sur les métiers techniques, ça leur permet de montrer finalement à la jeune fille qui aujourd'hui hésite à aller en bac pro, parce qu'en bac Promélec, elle va se retrouver avec des garçons. Et à 15 ans ou 16 ans, vous savez comme moi que ça peut être compliqué. Donc là, de voir qu'il y a des femmes qui s'épanouissent dans leur job, ça montre ça. De la même façon, finalement, un technicien qui explique ce qu'il fait dans son métier et qui montre finalement le plaisir qu'il a à le faire au quotidien, c'est aussi une façon de le valoriser. Et pour nous, on a trouvé que c'était vraiment le meilleur moyen. Et en plus, au-delà du fait que la rémunération est correcte, que vous avez un équilibre vie pro-perso qui est bon et que vous êtes formé, en plus, vous avez un métier qui finalement a une vraie mission, un vrai rôle public en fait. Je m'autorise à le redire, ce ne sont pas des métiers qui sont délocalisables, c'est-à-dire que dans 5 ans, on ne va pas dire Enedis part en Chine ou en Inde. Non. On aura toujours besoin d'équipes Enedis. Exactement. Parce qu'il y a aussi de la réparation, il faut le préciser quand même. Il y a de la réparation. Il n'y a pas que du câblage. Oui, et puis en plus, il n'y a pas que du câblage. Et en plus, on a de plus en plus un métier qui est technologiquement évolué. On est pour la 3e fois, on est champion du monde des smart grids. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que là aussi, ça donne à la fois de la variété dans le job et un prestige aussi. Voilà, une forme de prestige puisque quelque part vous avez des métiers qui vont être évolutifs et je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils veulent ça. Quand ils vous disent je veux un parcours pro, c'est ce qu'ils vous disent dans les études. En fait, ce qu'ils veulent derrière, c'est dire moi demain je veux pouvoir évoluer. Alors à l'origine, peut-être en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait un modèle avant qui était l'emploi pour 40 ans. Donc ça, les jeunes ne sont plus très attirés par ça. Bon, même si on a un taux d'émission qui est très faible, donc ça montre que finalement, on y est bien. Quand on y est bien, on y reste. Mais pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on attire les jeunes en leur montrant qu'ils peuvent évoluer. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que la technologie nous aide aussi à ça. Je ne l'ai pas dit quand même, c'est assez vertigineux. En 2025, vous avez franchi la barre des 41 000 collaborateurs. Tout à fait. Sur tout le territoire, qui vont venir s'additionner. Alors, il y aura des départs, mais aux 3380 que vous embauchez. C'est ça. On va très certainement augmenter les effectifs d'à peu près un petit millier, comme on l'a fait l'année précédente, en fait. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, au moment où on se parle, vous avez vos équipes RRH
disséminés partout en France qui vous disent là, il me manque 50 hommes, là, il me manque 100 hommes et femmes, là, il me manque 50 unités. C'est ça le sujet que vous avez aujourd'hui à gérer. Exactement. C'est-à-dire qu'en chaque année, au fil de l'eau, en fait, on regarde les compétences qu'on a, les compétences dont on a besoin, les départs qu'on a, puisqu'on a quand même quelques départs en retraite. La pyramide des âges fait qu'on a des départs en retraite. Et ensuite, à partir de là, et on regarde les évolutions technologiques qui nous arrivent et on ajuste les compétences avec les effectifs que l'on fait croître ou pas, selon les endroits, en fonction du développement finalement du réseau et de la capacité à se développer. Un mot avant de nous quitter, la culture d'entreprise, parce que j'ai connu EDF à l'époque où c'était encore une entreprise publique, et puis tout ça a été atomisé. Vous êtes une filiale à 100% d'EDF. Est-ce qu'il y a encore la culture de marque, la culture d'entreprise dans les entreprises énergétiques? On appelait ça avant les électriciens gaziers, et vous avez probablement connu cette culture. Est-ce qu'il y a encore cette culture très forte? Oui, très sincèrement, il y a cette culture, on le voit à chaque fois qu'il y a une crise. Aujourd'hui, quand on cherche des volontaires, on n'a aucun problème. C'est-à-dire que les gens sont conscients, et en plus, ils ont cette culture du service public. C'est-à-dire que, globalement, il y a quelque chose qui va pas bien. Au public. Voilà, rendu au public, exactement. Aux clients, et donc c'est vraiment ça. Et donc oui, cette culture existe toujours, tout à fait. Mais il faut le redire, parce qu'il y a à la fois ce plaisir de travailler dans une entreprise qui est bien notée, mais quand les poteaux tombent, c'est ça. Il faut une tempête, c'est vous. C'est ça, exactement. L'hélicoptère qui ressort de l'île, c'est vous. Il y a quand même un peu moins de 10 jours dans les Alpes, oui, c'était nous. On va rétablir après des campagnes de la neige en très grande quantité. Donc il y a quand même aussi, il faut le dire, pour certains profils un peu aventuriers, l'idée qu'on est au taquet pour faire des réparations, qu'il faut aller vite, qu'il faut être opérationnel. De toute façon, c'est un métier très opérationnel, servir le client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est ça aussi que ça veut dire. L'Espagne, vous avez vu hier la coupure de courant absolument incroyable. Voilà, donc, ça, vous avez regardé ça avec des grands yeux, vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais chez nous. En tous les cas, on l'espère. Mais oui, on pense que ça n'arrivera pas, oui. C'est effrayant. Plus de 6 millions de personnes dont le courant a été coupé. Donc cette campagne, allez sur le site Enedis. Enedis.fr, tout à fait. Il y a tout là. Et on publie tous nos postes. C'est-à-dire que ce soit de l'alternance, du stage ou des emplois, vous les trouvez sur enedis.fr. Vous choisissez la localisation, le métier que vous voulez faire, le diplôme que vous voulez faire ou l'alternance. Et là, vous retrouvez la totalité de nos emplois. On envoie son CV. Donc vous avez après une plateforme, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, et puis ensuite c'est traité, et j'espère que vous nous rejoindrez. Ensuite, on croise les doigts quand on envoie son candidature, et on se dit, espérons que Nicolas Marchand soit derrière l'ordinateur, lui et ses équipes. C'est les équipes, parce que moi... vous recevez combien de CV par an? Alors l'an dernier, on a reçu à peu près 40 CV par offre. Voilà, donc un peu plus de 200 000 CV. 40 CV par offre? Oui, par offre. Donc c'est sélectif? Oui. Donc vous avez du choix. Oui, tout à fait. Merci Nicolas Marchand de nous avoir rendu visite. Allez sur le site, soignez votre CV, vous l'aurez compris, parce qu'il y a quand même une petite sélection quand même pour entrer chez Enedis. Il faut montrer patte blanche ou fil rouge, vert, marron, c'est les 3 couleurs du électrique. Merci Nicolas Marchand, DRH. Merci à vous. D'Enedis, 41 000 collaborateurs sous votre responsabilité, parce que c'est de ça dont il est question, en tant qu'RH, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on s'intéresse avec Fenêtre sur l'emploi à quelque chose de très original. Vous allez le découvrir à travers une experte, une consultante de SIA Partner. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour vous parler peut-être d'un concept très concret d'ailleurs dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Skills-Based Organization. Ça vous dit quelque chose? On en parle avec Sophia Djebli. Bonjour Sophia. Bonjour. Manager chez SIA Partner qui vient régulièrement sur notre plateau alors nous faire des éclairages, des points, des focus. Et là vous êtes venu nous expliquer ce qu'est le Skills-Based Organization. Alors tout ça c'est de l'anglais. Ça vient d'où? Skills-Based Organization, effectivement, ce n'est pas nécessairement un concept nouveau. Déjà, il faut l'avoir en tête, c'est un concept qui date des années 90, qui a émergé initialement aux États-Unis, dans des milieux justement très industrialisés, très technologiques. Ces milieux-là, à l'époque, étaient sujets à des très fortes mutations qui venaient bouleverser les compétences de leurs collaborateurs. Et donc, ces entreprises, pour assurer leur pérennité et leur compétitivité, se sont orientées vers des démarches justement plus compétences pour pouvoir tout simplement survivre initialement. Sujet de compétences qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui, puisqu'il y a des milliards d'euros investis dans les compétences, ça n'a pas si bien marché. Peut-être qu'ils auraient dû utiliser cette formule. C'est quoi l'idée? C'est créer de l'agilité, de la souplesse pour former finalement tout au long de la carrière le collaborateur? Est-ce que c'est comme ça l'idée? Alors, c'est exactement l'idée, mais ça va encore même plus loin. En fait, l'ASBO, donc Skills-Based Organization, souvent on entend parler ce terme sur les réseaux sociaux notamment, finalement c'est un modèle RH qui a pour ambition finalement
uniquement de centrer l'ensemble des processus RH autour des compétences. En fait, on change totalement de prisme. On passe d'une logique orientée métier, emploi, poste, à une logique orientée compétences pure et dure. La compétence va en fait finalement devenir une unité de langage commune au cœur de l'ensemble des processus. Donc on ne parle pas justement uniquement que de la formation ou du développement, on va parler aussi du recrutement, ça va venir impacter l'évaluation de la performance annuelle, mais également tous les sujets autour de la rémunération. Juste une question, parce que ça m'évoque quand même la méthode Lean, que vous connaissez fort bien. La méthode Lean, normalement, elle intègre aussi les enjeux de QVCT, ce qu'elle ne fait pas souvent, ou pas assez en tout cas. Est-ce que cette méthode-là prend aussi en compte la compétence soft skills ? Tout à fait. Effectivement, elle tient compte justement des compétences qu'on appelle transférables. Donc ce sont des compétences qui ne sont pas uniquement des compétences hard skills, mais des compétences qui vont même pouvoir être développées par un collaborateur au-delà de son environnement professionnel, même dans sa vie personnelle. Donc c'est vrai que cette approche SBO, tout ce qu'elle promeut, c'est une approche agile, dynamique, mais surtout aussi outillée, la compétence. Sophia, qui dynamise, qui porte le SBO? Est-ce que c'est le RH? Est-ce que c'est le RH accompagné des managers? Parce que ça veut dire qu'il faut avoir une autre posture, une autre manière d'aborder. On ne parle plus de métier, on parle de compétences, donc on est transverse. C'est exactement ça, Arnaud. Effectivement, la Skills-Based Organization, et on le voit aujourd'hui chez nos clients, généralement, ce sont des projets qui ne sont pas seulement portés par des directions ressources humaines. Ça inclut aussi les directions transformation de façon plus globale. Finalement, en fait, la SBO vient désiloter toutes les expertises. Son but, en fait, finalement, c'est de créer des synergies, des convergences. Ça secoue un peu dans la boîte quand même, non? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de révolution RH et de changement de paradigme. Parce qu'on a à la fois des impacts qui sont organisationnels, puisque si on veut vraiment, en fait, totalement orienter nos processus vers des compétences, il va falloir aussi mettre en place les bonnes gouvernances, les bonnes structures, les bonnes équipes. Je pense à un exemple très concret. On a une entreprise sur le marché français qui est pionnière de ces sujets, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, qui est en train de créer une gouvernance et même des nouveaux jobs associés à cette Skills-Based Organization autour de ce qu'on appelle la Skills Intelligence. Donc vraiment des sujets à voir, par exemple, des Skills Architecture Manager, ce type de poste-là qui n'existe pas aujourd'hui encore. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de dessiner, de voir les transfos et d'accompagner quand même, parce qu'il faut quand même les accompagner, les collaborateurs. Exactement, les collaborateurs. C'est bien beau de plaquer la méthodo, mais il faut les accompagner. Tout à fait, il y a un sujet d'accompagnement des collaborateurs et c'est pour ça aussi, encore une fois, qu'on parle de changement culturel associé à ce qui est... Et de révolution. Et de révolution. Dans les notes que j'ai prises, la durée de vie d'une compétence technique est passée de 30 ans en 87 à 2 ans aujourd'hui. Exactement. Ça veut dire que l'entreprise est en permanence en mutation et que la technologie, les innovations poussent tellement que l'entreprise doit en permanence se transformer. Exactement, et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, parce oui. que c'est vrai que les méthodes aujourd'hui que l'on connaît en entreprise en termes de gestion de talents et des compétences, comme par exemple la GEPP, ce sont des méthodes qui sont assez lourdes, assez rigides. Oui. En général, on met 2 à 3 ans pour mettre à jour un référentiel de compétences. Donc vous voyez, ce qui fait que quand ça colle pas. Ça colle pas. Notre référentiel est déjà obsolète. Obsolète. À peine on l'a finalisé et on l'a mis à jour. Donc en fait, le bon modèle, c'est de l'adapter pour chacune des entreprises. Alors, pour chacune des entreprises... Ou d'un secteur. Oui, d'un secteur d'activité. C'est ça qui est intéressant aussi avec la SBO, c'est qu'elle s'appuie sur des nouvelles technologies RH qui sont alimentées par l'intelligence artificielle. On parle de talent marketplace, mais on parle aussi d'outils d'analyse prédictive pour pouvoir justement identifier ces zones de tension par rapport à des compétences que l'on ne dispose pas encore dans notre entreprise. C'est passionnant. Skill-Based Organization, SBO, puisqu'on l'a évoqué, qui est plutôt un acronyme qu'on découvre et qu'on retrouve assez régulièrement sur LinkedIn notamment. Merci de nous avoir éclairé, Sophia Djebli, manager SIA Partner, experte entre autres du SBO. Elle fait plein d'autres choses. Merci de nous avoir rendu visite. Merci encore. C'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Théo qui est à la réalisation aujourd'hui et que je salue. Merci à Saïd au son et merci évidemment à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.